Bonjour à toutes et Bonjour. tous. Donc, Olivier Bernicot, chargé de mission à la préfecture de région. Juste deux mots d'introduction très rapide. D'abord, pour vous remercier de vous être connecté à ce webinaire, pour remercier particulièrement aussi les intervenants qui vont présenter leur projet et leur démarche. Le réseau rural, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui existe au niveau européen, au niveau de chaque État membre et au niveau de chaque région en France. En Bretagne, la particularité, c'est que le réseau est copiloté par le conseil régional et par l'État et par la préfecture de région. Et donc, c'est un réseau qui permet d'aborder une grande diversité de thématiques autour des enjeux des ruralités sous plusieurs formes, sous forme d'ateliers ponctuels ou alors sous forme de cycles. Et là, la réunion qui nous réunit aujourd'hui, là, elle fait partie d'un cycle sur la biodiversité. Donc, c'est le deuxième webinaire d'un cycle de 4. Mais je pense que Manon rappellera les dates à venir et les prochains rendez-vous. Alors, sous forme d'atelier, sous forme de cycle. Et puis, évidemment, on recommence aussi à faire des choses sous forme de visite. Donc, voilà, ça fait plusieurs mois que c'était un peu compliqué. Donc, je sais que le mois prochain, il y a la visite d'une librairie à Augan. On a début juillet, je crois, la visite d'une microfolie. Je crois que c'est à Loudéac. Voilà, donc on a beaucoup de rendez-vous là qui se calent jusqu'à l'été. Donc, je vous invite à bien suivre les actualités du réseau, la lettre d'information que vous devez recevoir régulièrement, et puis à participer à ces échanges. Voilà, merci encore à tous de votre participation. Et puis, j'en passe la parole à Manon pour nous donner le déroulé. Merci Olivier. Oui, en effet, je vais vous rappeler le déroulé de ce webinaire. Juste avant ça aussi, pour rebondir un peu sur ce qu'Olivier disait, juste vous rappeler de regarder vos messages indésirables parce que c'est vrai que souvent nos mails arrivent dedans, donc des fois les infos peuvent un peu passer à la trappe. Donc pour le déroulé de ce webinaire, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas l'écran. On aura 3 grosses séquences. Dans un premier temps, la présentation du dispositif des ABC par Olivier Musard de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Dans un second temps, on aura un retour d'expérience de la communauté de communes du Crest-Brest qui nous présenteront où ils en sont sur leur projet d'atlas de biodiversité intercommunale. Et puis, pour finir sur une dernière intervention de Patrick Camus qui nous présentera l'ABC qui a eu lieu sur la commune de Plougoumlaine. Entre chaque intervention, vous aurez bien entendu un petit temps pour poser vos questions et puis on aura, en fonction du temps qui nous reste, aussi un temps d'échange à la fin si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos interrogations. Donc voilà, je vais laisser donc la parole à Olivier Musard. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Olivier Musard, chef du service appui aux acteurs en mobilisation des territoires à la direction régionale de l'Office français de la biodiversité. Je suis basé à Cesson-Sévigné. Et donc Manon m'a demandé de vous présenter le dispositif ABC dans une perspective aussi de tramer en fait le dispositif général et de permettre aussi à Gabi et Patrick Camus, Gabi Sibéril et Patrick Camus, de faire un témoignage, retour d'expérience sur des ABC qui ont eu lieu ou qui sont en cours de démarrage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, dans un premier temps, vous présenter globalement le projet. Et puis, comme j'ai vu dans la liste des participants, il y avait un certain nombre d'acteurs qui, justement, sont déjà en train de mettre en œuvre des ABC. J'ai souhaité avec Manon, suite à un échange avec Manon, peut-être appuyer sur un certain nombre de points qui sont quand même intéressants à noter dans le cadre de la mise en œuvre des ABC. Alors, les ABC, c'est au commencement, il y avait le verbe. Il y avait le verbe agir, agir en connaissance, parce que finalement, dans la première lettre de ABC, il y a Atlas. Atlas comme acquisition de connaissances, inventaire, mise à découvert finalement du patrimoine naturel qui nous entoure.
Donc, au commencement, il y avait le verbe acquérir, mais surtout agir pour son territoire, agir en faveur de la biodiversité. Le dispositif Atlas de la biodiversité est conçu globalement à 3 niveaux. Dans un premier temps, il s'agit effectivement de disposer d'un socle de connaissances sur son patrimoine naturel, sur la vie, la biodiversité qui existe sur son territoire. Dans un deuxième temps, c'est de travailler sur finalement ce qui fait enjeu, une fois qu'on connaît ce patrimoine naturel, qu'on voit sa distribution, qu'on voit finalement les pressions qui existent sur son espace. Et puis, à partir de cette mise en perspective des enjeux, de travailler finalement sur un plan d'action correctif, préventif, qui permet d'intégrer la biodiversité au cœur des dispositifs de planification PLU et autres démarches spécifiques. J'ai terminé ma présentation puisque c'est ça un ABC. Non, je rigole. Effectivement, au-delà de ça, les ABC, depuis plusieurs années, connaissent un intérêt grandissant. C'est un intérêt grandissant qui prend appui sur des démarches qui ont été testées au niveau territorial, sur le Grand Est notamment, en France, dans les années 90, et à partir desquelles, finalement, le ministère de l'Environnement, au début des années 2010, en fait, a acté le principe d'en faire un schéma global de travail. Ce schéma global de travail, donc, je viens de l'évoquer à la première diapositive, faire en sorte que les différents territoires finalement s'engagent dans un processus de mise en perspective de la biodiversité, de la connaissance de la biodiversité sur son territoire pour mieux mettre en œuvre des plans d'action et des cadres de travail pour tenir compte de cette présence et du fonctionnement des écosystèmes. À partir de 2017, au moment de la création de l'Agence française pour la biodiversité, donc un nouvel établissement qui est le fruit de la fusion de 4 opérateurs, l'Agence des aires marines protégées, l'établissement public Parcs nationaux de France, l'Atelier technique des espaces naturels et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA. Donc l'AFB en fait a pris en charge le financement des atlas de la biodiversité communale. L'AFB n'ayant vécu que 3 ans, aujourd'hui, c'est l'OFB qui travaille sur des appels à projets pour motiver en fait, un certain nombre de territoires à s'engager sur le dispositif ABC. Et force est de constater que cette démarche-là intéresse énormément de territoires. Aujourd'hui, et depuis 2017, finalement, ce n'est pas moins 6 appels à projets qui ont été lancés au niveau national, avec plus de 20 millions d'euros en fait, qui ont pu être budgétés pour accompagner des territoires donc sur la mise en œuvre d'ABC, soit 336 projets qui ont été financés et couvrant au total plus de 2300 communes. Alors, il y a eu des séquences un peu particulières finalement dans le cadre de ce dispositif sur l'accompagnement financier, avec des budgets, des volumes budgétaires plus ou moins importants. 2017, 5 millions d'euros, 2018, 1,5 million d'euros, 2019, 2 millions d'euros, 2020, 2,5 millions d'euros. Et puis, en 2021, on a le plan de relance qui amène à financer, nous permet de financer pas moins de 183 projets sur toute la France, avec un budget total de 9,6 millions d'euros. Donc, un gros effet de boost par rapport aux atlas de la biodiversité communale, par rapport à ce dispositif. Et on voit en fait l'énorme progression en termes de territoires couverts et le nombre de territoires finalement candidats et lauréats en fait, de ces appels à projets. Alors, pour la Bretagne, où est-ce qu'on se situe ? Sur les différents territoires depuis 2017, en fait, nous en avons donc un certain nombre, comme vous voyez sur la carte. Je vais me permettre de citer en fait les différents opérateurs qui sont, enfin les différentes collectivités qui sont encore en cours de mise en œuvre de leur ABC. Donc, Dinan Agglomération, le PNR du Golfe du Morbihan, Port-Spoder dans le Finistère, Saint-Agathon dans les Côtes-d'Armor, Romillet en Ille-et-Vilaine, Plédran, Côtes-d'Armor, Saint-Yvi dans le Finistère, Plouguerneau dans le Finistère, la communauté de communes du Creys-Braze avec Gaby Sibéry qui va vous faire un retour, Laillé,
à côté de Rennes, la communauté de communes Côte d'Émeraude, qui est à cheval sur 2 départements, Saint-Égonec-Loquéguiné, Quimper, Concoret, la commune de Bouquéo, qui est, je crois, présente pour ce webinaire, Plouganou, Dole, Épignac, Baguec-Piquant, La Bouexière et Arzal, soit pas moins de 19 territoires qui actuellement mettent en œuvre des projets d'ABC. Vous avez en fait l'Agnon Trégor qui est référencé sur la carte, puisqu'effectivement, l'ABC s'est terminé il y a quelques temps de ça, mais c'est bien un ABC qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet de 2017. Donc, la dynamique est réellement installée en Bretagne et je voulais juste vous préciser que l'appel à projet vient de se clôturer. En tout cas, la date de réception limite des candidatures pour l'appel à projet 2022 vient de se clôturer. Nous avons reçu pas moins de 14 candidatures pour la Bretagne dans le cadre de cet appel à projet, dans le cadre de cette session, ce qui est énorme. Alors, globalement, en fait, un ABC, c'est entre 18-24 mois à 3 années. En général, c'était plutôt 24 mois à 36 mois, sauf que suite au plan de relance, justement, on a eu des conditions de mise en œuvre pour consommer et accompagner les territoires sur le plan de relance qui nous ont amenés, en fait, à organiser un financement d'ABC sur la base uniquement en fait, d'une durée de 18 mois. Mais ça, c'était lié à une seule session. On a des coûts très variables. Alors, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous faire une moyenne, mais ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Mais bon, grosso modo, on peut avoir des dossiers à 90 000 euros, 65 000 euros. Et puis, sur des grosses intercos, on peut avoir des dossiers qui dépassent 250 ou 300 000 euros. Donc, tout ça est lié en fait, au périmètre, à l'amplitude même en fait, du territoire concerné. Les appels à projets donc de l'OFB ne sont pas les seules sources de financement qui sont requis pour se lancer dans un ABC. En tout cas, on a l'opportunité, la possibilité d'aller vers d'autres financements potentiels. Il y a les contrats nature en région Bretagne, il peut y avoir des subventions départementales, donc notamment dans le cadre du Finistère, avec le conseil départemental du Finistère qui peut accompagner certains projets d'ABC. Et puis, évidemment, comme dans la plupart en fait, des appels à projets, il y a une part d'autofinancement obligatoire, quoi qu'il en soit, dans le cadre de ces démarches. Alors, sur les incontournables de la mise en œuvre d'un ABC, ça reprend pour partie le schéma que je vous ai indiqué dans un premier temps. C'est évidemment connaître la biodiversité. Connaître, ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de synthèses sur les données qui existent et puis se lancer dans des inventaires naturalistes complémentaires. Il faut aussi avoir une gouvernance spécifique pour la mise en œuvre du projet et pour assurer le suivi du projet avec une organisation sous forme de comité de pilotage, de comité technique, où la place des élus sera aussi essentielle, puisqu'il s'agit d'un projet de territoire, donc il doit être totalement porté par les élus. Donc ça, c'est vraiment une composante importante. Il y a un volet technique, mais il y a aussi, et en particulier, c'est vraiment la grosse dimension, il y a un volet de projet en lien avec les élus, et donc de pouvoir en fait positionner en fait, cette articulation entre le technique et le politique, entre COPIL et ECOTEC. Le dispositif ABC aussi, c'est l'occasion de sensibiliser et de mobiliser des équipes techniques, notamment de faire de l'interservice, des acteurs locaux et évidemment des concitoyens, des habitants. L'idée principale, comme je disais aussi en introduction, c'est d'élaborer un plan d'action pour ancrer l'ABC dans les projets de la collectivité et, si possible, pour faire en sorte que les projets de planification type PLU tiennent en compte de ces états des lieux. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'en Bretagne, si le dispositif ABC
intéresse fortement. Il ne faut pas considérer en fait le dispositif ABC comme la seule perspective. L'ABC, c'est, je le redirai un petit peu plus tard, l'ABC, c'est l'inventaire en fait d'espèces, de taxons. On a une logique aussi autour de la trame verte et bleue qui est aussi très importante à prendre en compte. Et ce travail autour des trames en fait est une composante qui apporte une plus-value sur la programmation d'un plan d'action et l'intégration des éléments de connaissance dans le cadre de ces projets de planification type PLU. Alors, un ABC, ça a évidemment plusieurs impacts, et puis mes collègues pourront plus précisément indiquer quel type d'impact il peut y avoir pour les territoires, avec des retours d'expérience très probants. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, une intégration dans les documents d'urbanisme en connaissance de cause. Il s'agit aussi, lorsque l'on mène un ABC, il s'agit aussi d'organiser finalement une reconnexion des habitants à leur territoire. C'est finalement de redécouvrir ou de découvrir tout simplement son territoire. Quand on se situe en plus dans des zones à très fort enjeu de mutation socio-professionnelle, de changement de profil sociologique d'habitants, de périurbanisation, c'est l'occasion aussi finalement d'intéresser les nouveaux habitants sur la réalité de ces territoires, sachant aussi que derrière la notion d'ABC, Atlas, inventaire patrimoine naturel, il y a aussi l'idée de travailler sur du patrimoine culturel. Et il y a un certain nombre de projets d'ABC qui intègrent justement spécifiquement en fait, ce sujet du patrimoine culturel. L'impact d'un ABC, évidemment, c'est la formation des élus, des équipes techniques, une meilleure prise en compte de la biodiversité, c'est en faire aussi un objet central de la cadre d'une politique publique locale et faire en sorte qu'il y ait une animation collective autour du sujet de la biodiversité, une animation qui est prise en charge par un ou une DGS, par des directeurs ou des directrices de services ou de direction qui permettent ensuite finalement de créer une véritable ambition collective. C'est évidemment en fait contribuer à la mise en place d'une meilleure connaissance des données naturalistes à l'échelle régionale, en plus de l'obtenir à l'échelle locale, en partageant un certain nombre de données sur des plateformes observatoires thématiques spécifiquement. Et puis finalement, c'est aussi l'occasion de discuter avec ses voisins. Et on l'a vu depuis 3 ans, on a un certain nombre de modèles comme ça qui apparaissent avec des collectivités qui développent des projets d'ABC. Et puis finalement, c'est l'échelle interco qui se positionne 2 ans plus tard pour proposer en fait un ABC à l'échelle intercommunale. Parce que finalement, c'est une collectivité en son sein qui a démontré en fait tout l'intérêt de la démarche et ça a été pris en charge par l'interco. On a ce modèle-là, on a d'autres modèles où on a une collectivité qui parle à ses voisins et puis petit à petit, ça fait un effet tache d'huile et là, en fait, c'est un étalement horizontal qui se crée et là, c'est un véritable bénéfice pour le territoire. Je voudrais insister sur quelques angles particuliers et probablement Gabi pourra justement insister sur ce point. C'est que entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on le démarre, en fait, souvent il y a un certain nombre de questions en fait, qui apparaissent. Plus le dossier est bien construit à l'amont, moins il y a de questions qui se posent au moment du démarrage. Moins le dossier est bien construit à l'amont, plus il y a de questions qui se posent au démarrage. Donc, c'est un moment important parce que c'est le moment où, finalement, où on décide de la stratégie d'échantillonnage, c'est le moment où on décide de recruter en fait, des personnes. Pour quels objectifs? C'est le moment où on insère en fait, cette action au sein même de la collectivité. Ça veut dire qu'on va donner une résonance en interservice. Ça veut dire qu'on va créer des liens encore plus forts avec les élus. Et donc, c'est un moment qui, d'après les retours d'expérience que l'on a, c'est un moment important où toutes les questions essentielles qui vont faire en sorte que le projet en fait, démarre sur de bons rails, en fait, c'est un moment essentiel qu'il ne faut absolument pas manquer. Ensuite, quelques petits angles particuliers depuis 2 ans et demi. On s'aperçoit en fait finalement que
l'eau, les milieux aquatiques, les rivières, le littoral et la mer sont des sujets qui peuvent être investis dans le cadre des ABC. Et finalement, on voit bien qu'on a, par exemple, Brest Métropole qui a fait participer des plongeurs sur l'ABC pour faire des inventaires complémentaires en sous-marin. Il y a des travaux qui sont réalisés aussi sur les plages. Donc, c'est des moments aussi importants de découverte et de redécouverte en fait, de son patrimoine naturel par rapport à des taxons ou des milieux qui ne sont pas forcément totalement requis en fait, finalement, dans le cadre du dispositif ABC. Mais c'est important aussi de pouvoir profiter de la présence de rivières, de milieux aquatiques, du littoral, de la mer, pour amener aussi ses concitoyens à considérer l'intérêt d'aller inventorier ces zones. Ce qui est important aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des ABC, c'est de travailler dans le cadre d'un écosystème d'acteurs et d'experts. C'est un point important parce qu'on voit bien qu'avec le milieu associatif, je peux citer par exemple Bretagne Vivante, on voit bien qu'on a dans la construction de l'inventaire, dans la construction de l'inventaire de la stratégie… après, Allô ? On a dans la construction de l'inventaire de la stratégie d'échantillonnage, finalement, le besoin de discuter plus précisément avec ses partenaires pour travailler sur la mise en œuvre de la phase d'inventaire. Et puis, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'au niveau des collectivités, quand on veut choisir un partenaire spécifique pour faire des inventaires qui souvent peut être implanté localement, la collectivité doit faire face aussi à une contrainte, c'est qu'on ne travaille pas forcément avec qui on veut. Quand on est dans l'espace public, on doit travailler en fait dans le cadre du Code des marchés publics et donc on doit parfois mettre en concurrence finalement des acteurs et on ne peut pas forcément tout le temps en fait passer des conventions. Donc ça, c'est un point délicat en fait qui est abordé par plusieurs collectivités dans le cadre de la phase du démarrage et le travail en partenariat avec les différents acteurs. Ce qui est important aussi, c'est de se fixer des indicateurs de suivi. Souvent, c'est vrai que ça répond à une logique technocrate, on va appeler ça comme ça, mais globalement, en fait, c'est de se fixer un cap. Si on se lance dans un projet d'ABC, c'est bien pour agir en connaissance de cause et en associant aussi. Et si on veut rester sur ces trajectoires-là, sur ces lignes de référence qui fondent en fait le projet d'ABC localement, c'est extrêmement important finalement de se doter d'outils d'évaluation, pas forcément très complexes, mais en tous les cas sur lesquels on est capable de voir si oui ou non en fait on atteint ces objectifs. Enfin, et non des moindres, je dirais que ce qui est extrêmement important, c'est l'implication des concitoyens. Et non pas uniquement en fait, dans les démarches d'inventaire, c'est avant tout au long du projet qu'il faut considérer en fait, l'intérêt d'impliquer les concitoyens. C'est-à-dire qu'aller sur le terrain pour observer des libellules, pour observer des grenouilles, tout ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment, en lien avec des programmes de sciences participatives, en lien avec de l'événementiel, en lien avec une reconnexion avec la nature. Mais ce qui est aussi important par rapport à l'action publique à un niveau local, c'est de faire en sorte que les données qui sont obtenues sur ces inventaires, en fait, soient l'objet finalement de discussions locales où les concitoyens sont autour de la table. Et qu'ensuite, une réflexion sur les enjeux et les types d'actions qui sont à mettre en œuvre, les leviers d'action qui sont éventuellement à mettre en œuvre pour corriger ou prévenir des problématiques d'altération. À ce moment-là, c'est aussi essentiel de pouvoir bénéficier finalement de l'implication des concitoyens, puis dans la mise en œuvre des actions. Donc, il s'agit vraiment de considérer le dispositif ABC comme un tout où tout le monde peut avoir sa place et la contribution des concitoyens, en tout cas de l'amont à l'aval, est essentielle puisque là, ça participe d'une logique d'appropriation, non pas uniquement de la connaissance du patrimoine naturel, mais bien aussi finalement d'une capacité à agir favorablement par rapport à la biodiversité. Maintenant, je voudrais revenir sur la séquence 3 lettres, ABC, TVB ou TEN.
Donc, quelles sont les grandes différences capitales entre ces trois groupes, ces trois acronymes? Alors, ABC et ABI, donc Atlas de la biodiversité intercommunale, globalement, c'est connaître plus précisément pour mieux préserver. Donc là, on est plutôt à l'échelle des taxons, de population. Ça, c'est lié à des appels à projets de l'OFB. Ensuite, on a la trame verte et bleue, où il s'agit de connaître plus précisément, mais plus globalement, pour mieux préserver finalement les fonctionnalités des écosystèmes. Donc là, on est sur des financements de la région et des fonds FEDER. Et puis, TEN, Territoire engagé pour la nature, qui a démarré l'année dernière, en 2021, finalement, c'est l'idée de de projeter des actions à partir d'un autodiagnostic de l'action locale. C'est-à-dire, en fait, une commune remplit un formulaire, remplit un questionnaire qui permet en fait de faire son diagnostic sur ce qu'elle fait en termes d'action pour la biodiversité. Et à partir de ce formulaire, de ce questionnaire, elle imagine finalement un plan d'action, 3 actions fortes, 5 actions fortes sur 3 ans, qui permet de franchir des pas importants en matière de prise en compte de la biodiversité. Il n'y a pas de financement spécifique, mais en tous les cas, et il n'y a pas forcément non plus d'implication dans le cadre de l'autodiagnostic avec d'implication de concitoyens. Dans tous les cas, voilà l'idée du projet TEN, c'est de partir sur un projet d'action en faveur de la biodiversité, pouvant évidemment aussi inclure des concitoyens, mais sur les phases d'après. Il me reste combien de temps, Manon? 1 minute? 2 minutes? Oui, c'est bon. Okay. Il reste encore. Alors, si vous avez 2 heures. Alors, pour aller plus loin, je voudrais juste faire un peu la synthèse de quelques renvois. Je pense que on partagera en fait le PowerPoint. Il y a un certain nombre de ressources qui existent, qui sont importantes. Donc, des ressources nationales, donc le site ABC Nature France, qui permet de récupérer l'ensemble des dossiers d'ABC au niveau de la France, au niveau de la Bretagne. Et il peut y avoir des dossiers ABC antérieurs finalement à 2015 même, ou à 2017. Donc ça, c'est intéressant donc, d'aller jeter un œil sur ABC Nature France. Ensuite, sur le site de l'OFB, il y a un certain nombre de guides techniques. Il y a un guide technique de 2014 qui a été édité et qui vient d'être mis à jour donc en 2022 et qui permet sur un volume moins important. Le premier, il fait 80 pages environ et le deuxième, il fait 22 pages. Donc, c'est plutôt une synthèse, c'est plutôt des pistes de travail sur le deuxième qui permet en fait de recaler de manière plus précise, plus posée, de manière littéraire en fait tout ce que je viens de dire. Vous avez aussi sur les pages du ministère de la Transition écologique un certain nombre de documentation. Et puis, on a eu la chance qu'en 2015, Vive Armor Nature en fait, a organisé un colloque national qui a permis justement de faire le point sur le dispositif ABC. Donc, si vous vous rappelez bien, 2010, lancement par le ministère, 2017, récupération du projet par l'AFB, 2015, Vive Armor en fait, se situe dans un moment charnière pour finalement faire un état des lieux et donner des perspectives de travail sur les ABC. Donc, c'est un document ressource qui permet, même s'il commence à dater, de montrer finalement toutes les questions qui étaient posées il y a 7 ans environ, 7-10 ans. Ensuite, vous avez quelques ressources régionales extrêmement importantes. C'est évidemment la cartographie des grands types de végétation qui a été réalisée par le Conservatoire national des botaniques, qui permet justement dans une démarche de TVB de travailler sur une bonne appréhension de la répartition des grands types de végétation. Vous avez évidemment tout ce qui est lié en fait aux données qui sont à reporter en fait dans le cadre de ces atlas. Vous avez un très bon dossier aussi réalisé par l'URCPIE autour d'un projet qui s'appelle Chemin,
qui a été élaboré il y a peu d'années, hein, c'est tout à fait récent, qui aide aussi à structurer. Il y a des jeux, il y a des boîtes à outils qui permettent de structurer finalement un dialogue territorial, un dialogue au sein même de la collectivité qui peut être très intéressant à utiliser dans le cadre de la phase diagnostic des enjeux et perspectives de plan d'action. Et puis, pour se tenir au courant de la dynamique de travail au niveau régional, vous avez le site de l'Agence bretonne de la biodiversité qui, tous les 6 mois, finalement, accueille un certain nombre de retours d'expérience. C'est-à-dire que les collègues de l'ABB tendent le micro auprès des collectivités, tendent le micro vers les collectivités pour obtenir voilà, un point de situation sur l'avancement de leur ABC. Et à partir de là, il y a un document qui permet, enfin une page, un article en fait, qui permet de suivre les propositions, les réflexions, les actions qui sont développées, proposées par les collectivités. Et puis, si c'est mis à jour, si tous les 6 mois, ces informations ne sont pas suffisantes, sachez que l'Agence bretonne de la biodiversité, avec les différents partenaires qui étaient à l'origine de la préfiguration donc, de l'ABB, sachez que l'ABB diffuse en fait un recueil méthodologique pour présenter finalement les projets territoriaux en faveur de la biodiversité avec énormément de retours d'expérience et qui sont aussi qui sont des sources d'inspiration pour mettre en œuvre en fait son projet. Et puis, si finalement tout ça ne vous satisfait pas, eh ben, écoutez, je laisserai à ce moment-là Gabi et Patrick en fait présenter de vive voix en fait leur retour d'expérience pour finalement rendre tout ça encore plus concret. Merci beaucoup. Merci Olivier. Il y a 2 petites questions dans le chat pour faire suite à la présentation. Donc, je ne sais pas si les réponses ont été données ou pas aux questions. Donc, existe-t-il un cahier des charges ABI? Et la deuxième question, c'était quels sont nos interlocuteurs ABC pour la Bretagne? Alors, le cahier des charges pour les atlas de la biodiversité intercommunale ou communale. En fait, les 2 guides que je vous ai communiqués, en tout cas les liens que je vous passerai là, sont des référentiels qui permettent de se projeter sur ce qu'il y a à faire en lien avec le projet ABC, le dispositif ABC. À partir de là, ça, c'est le cadrage en fait général. Ensuite, dans le cadre des appels à projets de l'OFB, finalement, il y a un cahier des charges. Répondre en fait à l'appel à projet, c'est répondre à un cahier des charges. C'est montrer-nous en fait comment se structure votre réflexion, votre projet territorial, comment vous voulez en fait mettre en œuvre votre dynamique de travail avec les concitoyens, votre dynamique d'acquisition, etc. Donc le cahier des charges, oui, il existe. Il existe de manière ponctuelle tous les ans en lien avec un appel à projet et il existe à travers une trame générale que sont les documents ressources sur l'art et la manière de travailler pour son projet de territoire en partant du principe donc, que l'acquisition de connaissances, en fait, c'est le socle, c'est le point de démarrage. Les interlocuteurs ABC pour la Bretagne. Alors, je dirais que c'est moi, mais ce n'est pas que moi. Parce que vous êtes un certain nombre de personnes là, autour de la table qui avaient reçu en fait un mail de ma part il y a quelques semaines de ça pour dire que je n'étais pas en capacité actuellement en fait ou en tout cas mon service n'était pas en capacité de suivre de manière précise en fait les projets d'ABC. Donc tout ça, ça va se résoudre dans le temps. Donc petit à petit, on devrait y arriver. En tous les cas, le premier niveau ABC, c'est plutôt l'OFB. Niveau intermédiaire, niveau 1, 1,5, il y a évidemment l'Agence bretonne de la biodiversité pour pouvoir parler et récupérer des infos sur les ABC. Et puis ABC, trame verte et bleue, c'est la région, spécifiquement avec une personne qui s'appelle Gaëlle Namon, même si c'est enregistré, je la dénonce. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas aussi à prendre la parole. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on enchaînera avec la présentation de Gabi. Moi, j'en ai plusieurs.
Bonjour. Merci pour cette présentation. Mais je voulais savoir, à la fois des questions sur comment on peut répondre. Donc, moi, je travaille dans une association, un CPIE. Donc, est-ce que c'est impérativement une collectivité qui doit répondre? Est-ce qu'on peut répondre en tant qu'association? Est-ce qu'on peut répondre groupé? Parce que j'ai compris du coup qu'il y avait après une question aussi sur la capacité à choisir les partenaires de travail derrière. Donc, je ne sais pas si je pose mes 3 questions d'un coup ou si… La première question, c'est oui, c'est une collectivité qui doit répondre. Et on peut répondre regroupé du coup? Et après, la manière dont la collectivité dépose son dossier en disant qu'elle travaille, elle travaille en lien très fort avec l'URC, avec la CPIE, c'est faisable aussi. Et si le CPIE en fait écrit le dossier à la place de la collectivité, c'est faisable aussi. Sauf que c'est quand même un projet de territoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça soit totalement pris en charge par la collectivité, c'est-à-dire que c'est bien en fait un projet de programmation d'action publique locale avec des décisions d'élus, des décisions de la collectivité qui peut modifier son PLU, tout moins en tenir compte pour organiser son PLU, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a une action publique qui est là, en fait, du ressort de la responsabilité de la collectivité. Vous voyez? Ouais, très bien. Merci. Et du coup, je me demandais après 2 autres questions. Donc, si je comprends bien, on repère des espèces, des taxons, mais est-ce qu'on peut les dénombrer? Est-ce que ça permet de faire des comptages ou simplement d'identifier les différentes espèces qui sont présentes? Et puis, du coup, est-ce que c'est aussi un outil qui permet d'aller identifier les chaînes trophiques et les impacts d'une espèce sur une autre, ou est-ce que ça ne permet pas spécialement ça? Alors, sur les protocoles en fait, d'inventaire, effectivement, il s'agit aussi d'évaluer en fait, jusqu'où est-ce qu'on va, quel est le degré de finesse que l'on choisit. L'idée d'inventaire, c'est plutôt en fait, de dénombrer, de pouvoir identifier et voir en fait présence, absence et dénombrement aussi. La chaîne trophique, la relation fonctionnement des écosystèmes. Là, l'idée, c'est peut-être de voir si en fonction de l'échelle à laquelle vous voulez travailler, s'il n'y a pas une connexion en fait, avec l'approche trame verte et bleue. C'est-à-dire que soit en fait, vous vous situez en fait sur une logique de petite zone, toute petite zone, et puis là, vous l'investissez à fond. Mais après, voilà, ça a des coûts, tout ça. Donc, c'est une réflexion plus… qui pose le principe, peut-être que Gabi va justement évoquer ces points-là, parce que il y a eu des sujets justement sur la manière de travailler sur la phase d'inventaire par rapport à la connaissance déjà acquise et sur le fait de pouvoir établir des synthèses avant de se lancer finalement sur des inventaires et sur la bonne stratégie d'échantillonnage. Donc, c'est pas, je ne vous répondrai pas de manière aussi précise que souhaité, parce qu'à chaque fois, il y a des cas de figure particuliers. Mais la logique, c'est plutôt d'abord et avant tout en fait, de savoir quel est l'état du patrimoine naturel, qu'est-ce qu'on a comme type d'espèces, et puis après, les pressions et autres questions qui peuvent se poser, ça va dépendre de l'échelle de travail et des priorités que vous vous fixez. Et du coup, c'est un outil qui est généraliste ou on peut, par exemple, se focaliser, je ne sais pas, moi, sur l'avifaune ou sur la botanique ou tel ou tel groupe d'espèces? Non, il y a bien une identification de groupes d'espèces en fait, qui sont recherchés. Et effectivement, en fait, voilà, il y a une batterie d'axes de taxons prioritaires et intéressants en fait, à investir. Après, il y a une adaptation aussi en fonction des territoires, puisque l'approche générique, en fait, elle est pour le national, y compris pour l'outre-mer. Donc, mais après, voilà, c'est des groupes qui sont recherchés. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.
Et pour peut-être un petit point de détail, l'appel à projet en fait, de l'OFB, c'est une fois l'an. La date limite de candidature, c'était le 15 avril. Donc, ça veut dire que là, vous avez un an pour préparer votre dossier. Voilà, sauf si vous allez vers un projet de tram verte et bleue avec un contrat nature avec la région, et auquel cas, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher en fait un financement de l'OFB. Mais là, on est sur une démarche qui est un peu plus… il y a une combinaison un peu différente par rapport en fait, à la logique ABC. Mais ce qui est extrêmement important et intéressant à une échelle intercommunale. Merci Olivier. Il y a une dernière question-remarque dans le chat et après on enchaînera pour ne pas prendre de retard. Donc c'est Henri Pierre qui dit « Je pense à un ABC spécial milieu naturel plutôt qu'un ABC biodive. N'hésitez pas à me corriger si je ne retransmets pas bien vos questions. » Et du coup, qu'il demandait un avis sur cette remarque. Ouais, après, c'est de l'utilisation du terme biodiversité et de son interprétation, quoi. Ok. Merci. Et du coup, Gabi, vous pouvez enchaîner. Super. Olivier, est-ce que vous pouvez juste départager votre écran, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ok, c'est bon là? Oui, c'est bon. Ok. Bon, alors je me présente, Gabi Sibéril. Donc, je suis chargé de mission sur l'Atlas de la biodiversité intercommunale de la communauté de communes du Kreis-Brest qui vous a été présenté tout à l'heure sur la carte. Donc, je m'excuse par avance, je n'ai pas de présentation diaporama. Ça aurait été plus pratique en termes de présentation et puis surtout pour moi, pour orienter un peu mon discours. Je vais essayer d'être clair et concis et de ne pas m'éloigner trop du sujet ou trop détailler quelque chose. Et donc, n'hésitez pas à la fin, si vous avez des questions, j'y répondrai au mieux. Donc, pour sommaire de ma présentation, je vais vous resituer un peu le contexte de notre communauté de communes, de son ABI et de ce qu'on a mis en place, des réflexions qu'on a eues, des changements aussi par rapport à la fiche projet de l'appel à projet initial, car on en a eu. Et enfin, les perspectives du plan d'action et de la continuité de l'Atlas qu'il faut bien travailler en avant. Donc, pour un contexte général de notre communauté de communes, nous, on est situé à la frontière, donc sur le département des Côtes-d'Armor, à la frontière avec le département du Finistère et celui du Morbihan. Donc, on a 23 communes en Centre-Bretagne. C'est à 120 km² environ pour 18 000 habitants. Donc, notre capitale mégalopole, c'est Rostronin avec 3 500 habitants, donc une grosse capitale. Et donc, en fait, on a un territoire super rural avec un contexte agricole très fort. Et l'objectif de cet atlas, c'était de travailler sur une première approche environnementale sur la communauté de communes qui manquait depuis déjà de nombreuses années. Donc, en fait, notre ABI s'installe sur une toute nouvelle approche de nos élus et de notre territoire sur ce contexte un peu biodiversité et environnemental. Donc, pour situer, on a répondu à l'appel à projet l'année dernière, donc 2021. Et moi, je suis engagé sur le poste depuis septembre. Donc, c'est un atlas de la biodiversité, un ABI sur 2 ans. Et donc là, on en est encore au début du projet. Je voulais tout à l'heure, je vous ai un peu évoqué le fait qu'on a eu quelques changements d'orientation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'appel à projet initial, on avait prévu de réaliser des inventaires sur l'année 2022 et après établir le rendu et le plan d'action pour 2023. On s'est rendu compte en cours de route, alors ouais, il faudrait que je resitue un peu, mais on s'est rendu compte en cours de route que en fait, la synthèse des données naturalistes, on manquait de compétences pour réaliser cette synthèse sur un territoire si grand et de mettre en valeur les données et les enjeux biodiversité sur un territoire si grand. Donc, on a été obligé de redemander une reconfiguration en quelque sorte de notre plan projet pour tout d'abord réaliser une synthèse des données biodiversité sur notre territoire, puis, grâce à cette synthèse, élaborer un plan de prospection, un plan d'inventaire en fonction des enjeux qui ont été déterminés par la synthèse,
Et donc, en fait, on s'inscrit sur 2022 finalement sur une synthèse bibliographique par des prestataires extérieurs compétents. Donc là, on travaille notamment avec le Grecia, le GEOCA, le Conservatoire et d'autres partenaires qui ont chacun leur domaine de compétences. Et à la fin, cette synthèse, on va en fait réunir toutes ces synthèses et on pourra établir un plan de prospection pour l'année 2023 avec des inventaires donc complémentaires pour cibler les enjeux qui ont été déterminés. Pour autant, l'acquisition de la connaissance n'est pas oubliée pour 2022, car on va réaliser des semaines en fait, de stage, notamment sur les invertébrés, par exemple en été avec le Grecia. Donc en fait, c'est sur une problématique peut-être un peu plus sensibilisation aussi à la biodiversité, avec un appel en fait au grand public, avec des personnes compétentes qui viennent réaliser des inventaires sur notre territoire, mais en plus de ça, avec des animations et une partie très sensibilisation à la biodiversité. Et en fait, voilà, un autre objectif pour l'Atlas, c'est de cocher certaines cases, de collecter de la donnée, de sensibiliser, de préparer l'avenir, de faire territoire et enfin, de construire en quelque sorte notre objectif principal pour la collectivité, c'est de construire le futur plan local d'urbanisme intercommunal et qu'en fait, l'ABI soit la première pierre angulaire, l'une des premières au niveau de l'environnement qui soit intégrée automatiquement à ce PLUI. Car on n'a pas de PLUI sur notre communauté de communes. On a 3 communes sur les 23 communes. Ouais, donc notre communauté de communes, c'est 23 communes. On a 3 communes qui ont un PLU et sinon, aucune commune n'en en a. Donc, cette construction de PLU va prendre beaucoup de temps. Mais l'idée de l'Atlas, c'est de préparer en quelque sorte la partie un peu environnementale et que ce soit automatiquement intégré. Donc, ça va prendre du temps et nous, on a la première pierre. On a le premier sujet de réflexion sur le territoire par rapport à l'environnement. Donc, on se situe en avant-première, en sentinelle en quelque sorte, et avant-gardiste pour le territoire, si je puis me permettre. Et donc, aussi, cette année, on a essayé d'intégrer au maximum les habitants dans la démarche. Et pour ce faire, on a eu plusieurs objectifs. On a monté un site internet de collecte de données participatifs sur le modèle du PNR du Golfe du Morbihan et aussi de l'Agnon-Trégor Communauté. Donc, c'est un site internet qui permet à tous d'ajouter des données naturalistes qui soient accessibles à tous et faciles d'utilisation. On a de bons retours et ces données qui sont ajoutées suivent après une étape de validation en interne. Puis après, cette étape de validation seront projetées aux observatoires compétents de la région. Donc, nous, on fera une étape de tri dans les données et puis après, on essaiera d'intégrer ces données aux personnes compétentes. Donc là, on est en cours de réflexion et on est en cours de négociation, si je puis dire, pour que ces données-là soient valorisées par la suite. Dans l'idée, en tout cas, c'est plus un outil de sensibilisation à la biodiversité. C'est un outil où en fait, les habitants peuvent finalement se sentir imprégnés et impliqués dans la démarche. Et ça marche plutôt bien, on a vraiment des bons retours. Et pour faire la promotion de cet outil, et pour faire la promotion de l'Atlas en général, on a essayé de monter des événements tous les mois. Donc des événements de café-rencontre sur des lieux qui sont déjà connotés chaleureux pour les habitants et déjà connus du territoire, donc dans les bars, les restaurants. Et en fait, on organise du coup chaque mois des événements café-rencontre sur la biodiversité où on fait un peu un agenda de ce qui se passe autour de la biodiversité. On parle un peu de l'Atlas, on met en avant la promotion du site internet, ce genre de choses. Et ça marche plutôt bien aussi, des retours qu'on en a. Les gens sont assez intéressés par la démarche et puis ça se propage, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui veulent y participer. On essaye aussi là où ce matin encore j'y étais, et c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard tout à l'heure, on essaie aussi de s'installer sur les marchés en faisant un peu sur la démarche du cartomarché que vous avez peut-être entendu parler, qui a été mis en place à Concarneau. C'est qu'en fait, on s'installe sur les marchés et les gens sont intrigués, viennent, s'intéressent et en fait, on peut récolter aussi de la donnée sur ces moments-là, faire la promotion des animations nature. Donc, dans l'idée, en termes d'animation nature, on a aussi on a organisé en quelque sorte 3 groupes de formation, donc sur les oiseaux, la flore et les orthoptères. Donc, c'est encore une fois, on s'inscrit avec des associations naturalistes pour réaliser des formations nature sur le territoire. Et là, je parlais d'associations naturalistes. En termes de comité, en fait, de structure pour l'Atlas,
dès le début, on a voulu intégrer les associations naturalistes dans la création du projet. Et en fait, du coup, notre comité technique, qu'on a appelé nous équipe projet, inclut à la base 4 assos naturalistes en plus de la collectivité. On a 2 assos naturalistes locales qui sont déjà très connus du territoire, qui ont une bonne connaissance du local et des données et des enjeux en fait. Et puis après, Bretagne Vivante et la LPO avec des bénévoles et des salariés. Donc l'Atlas se construit en convention partenariat avec déjà 4 assos naturalistes compétentes, plus la collectivité. C'était vraiment une idée de ne pas faire bande à part, mais d'essayer d'intégrer au maximum les gens qui sont acteurs du territoire et de les intégrer à la démarche et qu'on construise en fait l'Atlas ensemble. Et donc, grâce à eux aussi, on a du coup organisé des séances d'animation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des séances de formation sur différentes thématiques, mais aussi travailler avec les scolaires. Donc, sur toute l'année scolaire 2022-2023, on va organiser des animations nature. Au-delà de ça, pour la fête de la nature, on va aussi organiser des animations. Donc, en fait, sur 2022 et en partie 2023, on a une grande partie de notre atlas qui est axée sur la sensibilisation à la biodiversité. À la fin de l'année 2022, on aura la synthèse des données. On aura une mise en valeur des enjeux de la biodiversité sur notre territoire. Et à partir de 2023, on va pouvoir compléter avec le plan de prospection via le biais d'inventaires naturalistes complémentaires et aussi commencer à travailler sur le plan d'action et la continuité de l'Atlas, c'est-à-dire commencer à travailler sur comment on peut intégrer ces enjeux-là dans le futur PLUI. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, on en est encore au début, on est toujours en cours de réflexion. On a eu des changements de direction, mais je pense qu'un retour que je peux en avoir déjà, c'est qu'il faut bien commencer à travailler la partie projet en amont, car nous, on a répondu à l'appel à projet un peu rapidement et il a fallu vraiment réorganiser en cours de route. Donc, ça a été, voilà, il faut vraiment bien travailler en amont. Quels sont vos objectifs et s'ils sont réalisables et avec qui vous pouvez travailler. Et aussi bien juger vos propres compétences pour savoir si vous pouvez tout faire vous-même ou s'il est obligé de passer par des prestataires extérieurs. Et donc là, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je parle, mais je pense qu'il me reste encore un peu de temps. Voilà, et du coup, vu qu'on est dans un contexte un peu rural aussi, enfin même beaucoup rural, donc très agricole, et donc dans l'idée, on voulait en faire participer les agriculteurs à la démarche, mais aussi les élus, que les élus s'imprègnent de cet atlas. Alors, par quel biais on est passé? On a décidé d'organiser des réunions de mobilisation sur les communes, donc aller voir les élus chez eux. Donc, à partir de janvier, on a fait ça. Et on invitait les élus, mais aussi les agriculteurs, les agents communaux. Et sur ces réunions de mobilisation, donc on a fait sur 4 en 5 cantons, parce qu'on a 23 communes, on ne pouvait pas se permettre d'aller sur les 23 communes. Donc, on est allé sur 4 vieux cantons, on essayait de réunir les communes entre elles. Et là, on a présenté la démarche de l'Atlas, quels sont nos objectifs. Et puis, à la fin, étaient fléchés aussi on a appelé ça des fiches actions. C'est des petites actions que chacun pouvait intégrer en fonction de son activité professionnelle et de sa sensibilité, son énergie, son temps disponible et son envie. Et notamment, par exemple, pour les agriculteurs, on a fait la promotion de l'OAB, donc c'est l'Observatoire agricole de la biodiversité, qui a fléché quelques protocoles, petits protocoles d'observation de la biodiversité, qui sont déjà en fait adaptés pour le contexte agricole, pour le temps qu'ils ont, pour leur connaissance. Et donc l'idée, c'était vraiment de parler un peu de biodiversité avec les agriculteurs et s'ils en avaient l'envie et la disponibilité, de travailler un peu sur ces enjeux-là. On est aussi passé, du coup, pour les agriculteurs, on est aussi passé par la chambre agri du coin, mais aussi d'autres comme le GAB, donc le groupe agriculteur biologique, mais aussi voilà, d'autres structures un peu en lien au contexte agricole. Au-delà de ça, on a aussi envie de travailler, donc le comité de pilotage, on travaille aussi avec la Fédé de chasse, la Fédé de pêche. On a essayé d'intégrer un maximum d'acteurs et on va continuer à travailler avec eux. Et même pour le plan de prospection pour l'année 2023 et pour les inventaires naturalistes, on va continuer à travailler avec eux et à voir en fonction du budget et du temps disponible comment on pourrait intégrer des inventaires pertinents en fonction du financement qui nous reste, mais aussi des enjeux pour notre territoire.
Pour faire simple, notre territoire, en fait, en termes de biodiversité, il est vraiment à la charnière entre un gros réservoir de biodiversité au nord, avec le massif granitique de Catin, et un gros réservoir au sud, avec Montagne Noire et le massif granitique de Rostrenain. Et entre les deux, en fait, c'est un bassin schisteux qui, en fait, a des gros enjeux de continuité écologique. Et c'est pour ça qu'en plus de l'Atlas, la collectivité a aujourd'hui embauché quelqu'un sur le bocage. Et donc, en fait, on va essayer d'intégrer les travaux de Brace Bocage qui est lancé sur la CCKB avec l'Atlas pour travailler en fait sur ce gros enjeu qui est le bassin schisteux en termes de bocage et en termes de continuité écologique entre deux gros réservoirs. Donc, c'est un territoire qui est vachement intéressant pour la nature, pour la biodiversité, à laquelle il n'avait pas été trop penché ces problématiques-là au niveau des élus. Mais il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée depuis peu et donc on s'inscrit dessus et on espère être la première pierre angulaire pour la suite. Voilà, et je crois que j'ai sûrement d'autres retours à faire, mais là pour l'instant, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, je pense que pour moi, c'est bon. Je crois que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'y répondrai au mieux. Merci Gabi. Il y a 2 questions dans le chat. Pourquoi ne pas utiliser, alors c'est le site Faune Bretagne pour les inventaires participatifs, la première, et la deuxième, c'est, je ne sais pas comment la reformuler, l'inventaire de la biodive cours d'eau. Est-ce qu'il y a peut-être des inventaires plus spécifiques au cours d'eau? Corrigez-moi si je n'ai pas bien reformulé. Voilà. Alors, la question Faune Bretagne s'est posée dès le début. Nous, on voulait proposer un outil aux utilisateurs qui ne sont pas forcément très connaisseurs des outils qui existent déjà et très sensibles non plus. On voulait fournir un outil qui soit très local, avec en plus une visualisation cartographique des données assez simple d'utilisation. La plateforme Faune Bretagne est très pertinente pour avoir des données qui suivent un protocole de validation de la donnée scientifique précise. Mais nous, en fait, cet outil-là, c'est plus un outil qui soit adapté aux habitants et qui ne soit pas forcément très pertinent en termes de validité scientifique, mais plus quelque chose qui leur fait parler biodiversité et qui leur fait parler local et biodiversité. Donc, faire territoire. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait se désinscrire de cette plateforme Faune Bretagne en proposition. Mais pour autant, on ne rejette pas Faune Bretagne car on va, grâce à cette synthèse qu'on va proposer et ce travail de synthèse bibliographique, on a forcément inclus les données qui ont été enregistrées sur Faune Bretagne depuis de nombreuses années. Et en fait, on va réutiliser les données de Faune Bretagne qui existent et qui est une source inépuisable de données. Donc, on ne l'a pas mis de côté. Et pour les inventaires de la biodiversité cours d'eau, alors je vois pas trop, avez-vous un lien pour votre biodiv carto? Donc oui, je peux vous fournir un lien pour, si vous parlez du site internet participatif, je peux vous fournir le lien, l'HTTP, pour vous connecter. On peut se connecter directement via le site de la CCKB ou même en mettant le HTTP. Et donc, on a une plateforme FauneFlore et une plateforme Trame Naturelle. Et ça, c'est intéressant aussi comme retour d'expérience. C'est qu'en fait, la plateforme FauneFlore, c'est pour les données un peu donc animales, végétaux, ponctuelles. Mais aussi, on a mis une plateforme Trame Naturelle qu'on a appelée ça. C'est plus les données. On voulait mettre les vergers, les vieux murs, les vieux talus, les mares. Et enfin, le dernier, ça doit être les vieux arbres. Donc déjà, c'est assez subjectif. Mais dans l'idée, c'est d'avoir en fait des éléments du territoire de ces trames naturelles-là qui sont intéressantes pour la biodiversité et pour travailler en fait sur cette trame verte et bleue. Et par exemple, si vous avez une mare, vous connaissez une mare chez vous, enfin sur votre territoire, vous pouvez la prendre en photo et l'ajouter sur cette plateforme. Et c'est une donnée qui est assez facile déjà à valider et de deux à intégrer dans les enjeux. Donc ça, c'est bon, du retour que j'en fais, les gens s'en apprennent pas trop pour l'instant, mais en tout cas en termes de richesse, je pense que c'est plutôt une bonne idée et ça pourrait marcher dans le futur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gabi? Bah, je vous propose d'enchaîner. Dans tous les cas, si d'autres questions vous viennent, vous pourrez les poser à la fin du webinaire.
Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Patrick Camus qui va nous présenter un retour d'expérience à un autre niveau d'avancement d'un ABC. Je projette. Voilà, si je mets le micro, c'est mieux. Vous devez m'entendre. Donc, on va changer d'échelle. En fait, on a commencé par le top et on va descendre dans le bottom. Si je peux me permettre cette comparaison, j'aime bien les choses simples. Les notions d'échelle sont fondamentales. Avec Olivier Musard, on a vraiment parlé du niveau national, régional, départemental. Voilà. On vient également de voir avec Gabi Sibéril niveau ABI, et là, on va parler ABC. Alors, j'ai une expérience, comme toute expérience, elles sont toutes un peu particulières, donc ce n'est pas forcément à prendre comme exemple, mais ça peut donner des idées. Mais ça cache, à mon avis, l'essentiel. Comme disait mon professeur de mathématiques, les statistiques, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. C'est comme les mini-jupes. Et là, nous allons rentrer plutôt dans des choses qui sont beaucoup plus prosaïques, à savoir que si on veut faire un atlas de biodiversité communale, c'est avant, comme l'a rappelé Olivier, c'est pour créer du lien social entre les gens sur le thème du patrimoine naturel. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas une galéjade. Moi qui suis un vieux de la vieille, je peux vous garantir que je l'ai bien vu disparaître, cette biodiversité, même s'il en reste encore. Et j'aurais tendance à dire que même dans une commune rurale comme celle où je sévis, ça commence à devenir parfois des lambeaux. Et donc, il s'agit quand même de faire quelque chose. Et je crois que l'outil de la classe de biodiversité communale, c'est avant tout effectivement d'essayer de créer ou de recréer ce lien entre l'homme et la nature. D'autant qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, mais l'opposition entre les rats des villes et les rats des champs, ça n'existe plus beaucoup. Aujourd'hui, on a toujours des rats des villes et de plus en plus. Et on a aussi encore des rats des champs, mais on a aussi des rats des néo-ruraux. Je veux dire par là que beaucoup de gens de la ville partent à la campagne, mais s'ils ont vécu dans du béton et dans du goudron, ils ont une connaissance assez faible de la biodiversité. Et si on veut protéger, il faut connaître. Et voilà, l'introduction est faite. Pour monter un atlas de biodiversité communale, il faut d'abord une volonté politique. Ça, ce n'est pas évident partout. Il ne faut pas se leurrer, même ceux qui gèrent, comme Gabi, des collectivités, on se rend bien compte qu'il y a des communes qui marchent dans l'affaire et d'autres qui traînent des sabots et qu'il faut aller chercher vraiment jusqu'au tréfonds. Et ça, c'est un réel problème auquel on a conscience. Et c'est pareil pour les ABC. Il y a des ABC qui marchent bien, d'autres des ABC qui ne marchent pas. Si celui de Plougoumelen, que j'anime depuis 2015-2016, puisque notre atlas est assez ancien, puisque je l'ai démarré en 2016, on a achevé en 2018, on l'a fait sur 2 années. On l'a fait de manière indépendante sur une commune de 2500 habitants, 50% de surface agricole utile, une commune littorale du golfe du Morbihan, inscrite dans le parc naturel régional du golfe du Morbihan, mais à l'époque, le parc n'était pas lancé dans les ABC, donc on est parti tout seul, c'était ambitieux, c'était casse-gueule aussi, mais en fait, on s'est bien fait aider. Et je dois quand même vous parler du nerf de la guerre, je dis que je serai très concret. On a eu le fonds de dotation de la biodiversité pour 10% de notre budget, et la région Bretagne, grâce aux contrats nature qui ont été évoqués, pour 60%. Donc 70% du budget a été sous forme de subvention sur un budget total de 50 000 €. Ça peut faire hurler certains peut-être pour une commune de 2500 habitants, mais ça ne fait jamais que 7 500 € par an pour la commune de Plougoumelen. Ça reste jouable quand même, pour un budget communal qui tourne en investissement de 2 millions et à peu près autant en fonctionnement. Voilà, c'est pour vous donner une idée du cadre. Il ne faut pas non plus se faire peur avec un ABC, c'est avant tout une volonté. Cette volonté, elle va dépendre essentiellement de la gouvernance, comme l'a rappelé Olivier. La gouvernance, il faut absolument qu'il y ait au minimum 2 personnes, un leader et son adjoint. Personne n'est éternel, on peut s'absenter.
Et un atlas de biodiversité communale, comme ça l'a été dit, ça se fait sur la durée. Ce n'est pas fait pour durer pour une mandature, pour verdir son programme électoral. Et d'abord, les leaders ne sont pas toujours les mêmes, ils peuvent changer sans aucune allusion particulière. Et donc, il faut assurer la pérennité. Et donc, c'est un travail de longue haleine qui peut se faire sur la durée de l'installation de cet ABC, mais l'ABC, il est fait pour durer. Et Olivier a bien rappelé effectivement qu'il y avait effectivement des choses qui s'étaient mises en place récemment, notamment avec les territoires engagés pour la nature, avec l'Agence bretonne de la biodiversité, pour aider à faire vivre les ABC. Donc, je vais essayer de parler un petit peu de ça également. Donc, pour ce qui est de Plougoumelen, là, je rappelle sur cette première diapositive ce que vous avez déjà entendu, c'est les différentes phases. L'identification des partenaires me paraît être fondamentale. Il faut savoir qui va pouvoir vous aider. Tout seul, vous n'y arriverez pas, même si vous êtes deux, même si vous avez un comité de pilotage pléthorique avec tous les collèges de représentés. Quand je parle des collèges, je veux dire que dans un COPIL, nous, à Plougoumelen, on avait des représentants de l'État. C'était le premier dans le département. Donc, évidemment, ça attirait pas mal les gens par curiosité aussi. On avait la région, bien sûr, en tant que cofinanceur. On avait le département, les EPCI, essentiellement Golfe du Morbihan, Ban Agglomération, les associations naturalistes qui sont fondamentales pour les inventaires, les écoles. Il faut penser, comme je l'ai dit, sur la durée, pas uniquement la durée électorale, mais aussi les générations à venir. Les agriculteurs, mais aussi les chasseurs, c'est pas mal de pouvoir les rassembler de temps en temps. Et puis le service jeunesse de la commune, donc élus, mais également les services municipaux et les représentants de la société civile. Voilà, ça c'est le comité de pilotage. Comité technique, c'était composé essentiellement des 2 bureaux d'études que l'on avait mandatés, représentants d'élus que j'étais et représentants de la population. Donc c'était un petit groupe très ramassé, le COTEC, on était 4-5, pas beaucoup plus, on se réunissait environ tous les 2-3 mois. Donc ce n'est pas forcément à copier, mais ça vous donne une idée de la manière dont on peut structurer. Une fois que vous avez identifié vos partenaires, il s'agit de faire l'inventaire des données existantes. Il y a beaucoup de choses qui existent, ce n'est pas la peine de réinventer la poudre. Les associations naturalistes, on a évoqué un certain nombre de structures départementales, régionales ou nationales. Il faut aller faire des requêtes de données, voire éventuellement acheter au moins le temps d'extraction de ces données pour voir un peu déjà les données historiques existantes sur le territoire communal dans le cas d'un ABC. Et ensuite, on peut voir, étant donné, on va constater qu'il y a des lacunes, essayer de voir ce que l'on peut avec les moyens dont on dispose, et les moyens locaux essentiellement, c'est ça qui est important, c'est une co-construction. On va essayer de compléter ces données, mais avant de compléter ces données, il faut, à mon avis, commencer par la cartographie des habitats naturels. Alors, cette cartographie, elle existe déjà au niveau du Conservatoire botanique national de Brest, puisqu'elle est faite, je crois, au niveau de tous les départements bretons. Olivier me corrigera si je dis des bêtises, mais je pense que ça doit être le cas aujourd'hui. Morbihan étant le dernier département qui a été couvert. Et donc, on peut avoir une extraction, effectivement, de ces données d'habitat. Et ça facilite grandement, effectivement, les inventaires, surtout quand on a des spécialistes. Quand on dit inventaire complémentaire, il y a 2 manières de voir les choses. On peut les voir par le biais des experts, mais là, s'il faut aller chercher les blouses blanches et les cheveux gris, il y en a beaucoup moins, mais on en trouve toujours quand même. Il y a toujours bien des petits papis, des petites mamies à la retraite qui sont trop contents de venir vous apprendre la science. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de faire avec les forces vives, non pas de la nation, mais de la commune, à savoir les élèves des écoles primaires surtout, pourquoi pas des collèges et des lycées, et la population. Voilà. Donc, je vais décliner ça tout à l'heure. Donc, il y a bien 2 niveaux. Il y a les sciences participatives et puis il y a les inventaires experts. Arrêtons de se faire des cheveux blancs, sans faire du jeu de mots. Pas besoin d'être exhaustif. On peut effectivement, comme ça a déjà été dit, faire sur quelques thématiques. Puis ensuite viendra l'étape de la rédaction du document en général demandé par les bailleurs de fonds, mais surtout de l'atlas, du plan d'action. Je vais y revenir. Puis ensuite, il faut mettre en œuvre. Ce n'est pas tout d'avoir un plan d'action, c'est pour qu'il reste dans le tiroir. Ce n'est pas la peine d'avoir fait un ABC. Mais c'est ce qui est le plus difficile. Alors, la chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est intéressant comme éclairage particulier pour Plougoumelen, c'est que le bureau d'études, on a été un peu rusé parce qu'on était en révision de PLU, on avait fait aussi un diagnostic agricole avec la Chambre d'agriculture et on a retenu
après quand même une mise en concurrence, le bureau d'études qui faisait le PLU. Et donc, ça nous a fait gagner pas mal de temps et ça nous a permis aussi de mieux réaliser notre plan d'action. La diapositive suivante, alors là, je vais demander à Manon, voilà, c'est pour vous montrer cette arborescente abominable. Alors, vous voyez qu'elle est ancienne puisqu'on parle de l'ONEMA dans la liste du bas. Alors, vous voyez, vous avez au centre le réacteur avec la gouvernance, avec les élus et les services et les bureaux d'études. Ça, c'était le COTEC et en partie du COPIL. Puis, vous voyez, tout en haut, j'ai placé la cartographie des habitats et des inventaires. On a utilisé, je ne suis pas très courageux, je suis un grand feignant, mais j'essaie d'être intelligent de temps en temps. On a utilisé les élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole de Kerplouz à Auray. Ils nous ont complété la cartographie des habitats. À l'époque, on n'avait pas celle du conservatoire. Et puis, sciences participatives, je ne fais qu'illustrer ce que je viens de vous dire, les écoles, la population. À gauche, à droite, pardon, le soutien méthodologique et financier. Donc, à la fois, le PNR, à l'époque, nous avait apporté un soutien méthodologique, même s'il n'était pas encore engagé dans les ABC. Et les autres, je les ai déjà mentionnés. Puis en dessous les expertises et les inventaires, en allant de manière la plus exhaustive possible, solliciter, ça marche pas, il faut payer, parfois c'est gratuit, mais vous avez un florilège de tout ce que vous pouvez trouver comme associations, établissements qui peuvent vous apporter un concours. Je vais passer la diapo suivante. Donc, une illustration, vous allez avoir des images, après avoir lu le texte, vous allez avoir les images. Donc, à gauche, vous avez effectivement la carte des habitats. Elle avait déjà été faite par le bureau d'études, ce qui est en grisé, et tout ce qui est en couleur, c'est ce que le lycée agricole de Kerplouz, avec 2 années de formation, nous a restitué pour compléter et permettre, sur la diapo suivante, enfin pas sur la diapo suivante, pardon, sur la partie droite de la... Hop, excusez-moi. Merci Manon. Sur la partie droite, de cartographier les trames vertes et bleues qui donc sont inclus dans notre plan local d'urbanisme. Donc ça permet quand même d'y voir un petit peu plus clair et de voir ce qui mérite d'être inventorié de manière plus fine et là où il y a peut-être des actions à mettre en œuvre pour, par exemple, supprimer les discontinuités de corridors écologiques, protéger des réservoirs de biodiversité, etc. Je ne rentre pas dans trop de détails. Le temps tourne, on va avancer. La diapo suivante. Alors, illustrons les inventaires complémentaires. Là, vous avez cartographie des habitats. Je ne vous dis pas quelles sont cette bande de petits jeunes avec leurs professeurs. Je ne suis pas professeur. Je suis sur le côté, mais c'est pas. J'étais là juste pour représenter la commune, qui ont œuvré pour faire la carte que vous avez vue tout à l'heure des habitats. Et puis, à gauche, vous avez un maillage, c'est le maillage de la commune, en territoire de 1 km². En fait, le parc faisait déjà, sans faire des ABC, ils en faisaient sans l'avoir dit, un peu comme la poésie de M. Jourdain, et ils avaient, eux, des carrés de 2 km par 2 km. Donc là-dedans, on en a mis 4, et on a fait des suivis chouettes avec les habitants. Voilà un exemple de science participative assez simple, mais qui est assez scientifique, puisqu'on passe des cris de chouette et puis on écoute s'il y a des réponses et on note sur la carte la présence de telle ou telle espèce, le nombre d'individus, si c'est un mâle, si une femelle, si on est capable de... Voilà, donc différents points d'écoute, vous avez le tableau de résultats en 2017. Puis alors des choses plus complexes, c'est la photo que vous avez en bas à droite, c'est un programme du Muséum national d'histoire naturelle. Et là, on a travaillé avec une association de botanistes de la commune d'à côté, Baden, pour ne pas la nommer, avec une association qui s'appelle l'Asphodèle badenoise. Et c'est un plan, un programme qui s'appelle Vigiflore, qui consiste tous les ans à inventorier l'ensemble de la flore sur une certaine période et sur des points bien précis. Donc là, c'est une contribution de l'ABC de Plougoumelen à un programme national. Mais vous voyez, mais ça, c'est du micro-détail et la population n'a pas vraiment été associée à ça puisque c'est l'affaire de spécialistes. Là, sur la photo, vous avez 2 éminents spécialistes et puis 3 esclaves qui aident à constituer les transects et à prendre des notes. Voilà, ça, c'est pour les données, on va dire, complémentaires et les données, des données nouvelles. La diapo suivante.
vous montre un peu ce qui est fondamental, c'est si vous voulez réussir vos inventaires et réussir une dynamique sociale intéressante dans un ABC, il faut faire des animations. Les animations, il y en a pour tout le monde. En haut à gauche, vous avez le vernissage d'un concours photo. Et le vernissage est fait par les enfants des écoles primaires qui avaient eu le droit à la moitié du concours photo et les adultes l'autre moitié. Et ce sont bien sûr les enfants qui découvrent les photos qui ont été lauréates. Ensuite, on recycle aussi des choses dans les ABC. Ce n'est pas la peine non plus de se faire peur et d'organiser trop de choses à la fois, on n'y arrive plus. Donc, il faut cibler. On a réutilisé des choses qui sont faites par la LPO et par d'autres associations sur Oiseaux des jardins. Voilà. Donc, on a étiqueté Oiseaux des jardins Plougomelen, ABC de Plougomelen. Ensuite, avec un apprenti du département qui était dans le service espace naturel sensible, on a fait une découverte nocturne dans un bois de l'espace naturel sensible du département. C'était une visite nocturne et on a eu 50 personnes qui sont venues dans la nuit avec des petites lampes de poche pour suivre l'animation d'un animateur nature. Sorti en ITO avec un spécialiste du parc naturel régional Golfe du Morbihan, voilà tout type d'animation. Et puis là, en bas, c'était les prémices de l'OFB, c'était une intervention que je faisais sur une rupture, sur la suppression d'une discontinuité écologique sur un petit fleuve du Golfe du Morbihan qui s'appelle le Sal. Voilà, un séminaire de l'AFB à l'époque. Vous voyez, ça commence à dater mes photos. J'ai laissé mes diapos. La diapo suivante vous montre un des points qu'on a peu abordé, mais qui me paraît être fondamental. Si vous voulez durer avec votre atlas de biodiversité, il faut communiquer. Mais il faut communiquer tout le temps. Tout le temps. Vous ne communiquerez jamais assez. Alors, à Plougomelen, on a la chance, on a une feuille hebdomadaire. On en est au numéro 378. Ça a survécu au passage, au changement de mandature. Ce n'est pas inintéressant. Et ça nous permet tout à fait discrètement de faire passer des messages, notamment sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Gabi, le recensement des mares, voilà, le peuple des mares, on avait appelé ça, un petit article. Un article plus spécialisé pour les accros de botanique, l'inventaire des orchidées de la commune. Voilà. Et puis, on fait passer aussi parfois des fiches techniques, comme la publication que vous avez à gauche. Ça est une publication spécifique sur les plantes invasives qu'on a fait avec le bureau d'études. Alors, les bureaux d'études, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais on avait un bureau d'études qui faisait le PLU et qui faisait également de l'URBA. Dans le PLU, il y avait également un autre bureau d'études qui faisait les aspects environnementaux et qui nous a aidé à faire des fiches de vulgarisation. Et on avait un micro bureau d'études qui nous faisait les illustrations. Tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'on a une communication qui est performante. Alors, à la question que posait Manon, savoir comment aujourd'hui ça vivait, tout ça, eh bien, sa vie est une chose assez étonnante, c'est qu'avec le Covid, on ne pouvait plus sortir sur le terrain. Donc, on utilise l'hebdo depuis le début du Covid et on publie maintenant toutes les semaines un article sur la biodiversité. Une semaine, une plante, une semaine, un animal, et on ne fait que de la nature ordinaire, s'il vous plaît. Les gens ne font pas la différence entre une betterave et une patate, donc ce n'est pas la peine de se fatiguer à parler de choses très complexes, même si elles sont emblématiques parce que sur liste rouge ou des espèces rares. La diapo suivante. Je regarde le temps. Ben là, on arrive aux choses les plus complexes. On arrive à la fin des 2 années où là, vous vous êtes fait plaisir, vous avez été dans la nature, vous avez rencontré les chères petites têtes blondes, les petits papis très spécialistes. Et maintenant, il s'agit de définir votre plan d'action. Alors, un plan d'action, à ma connaissance, pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il comporte 3 grands chapitres. Un chapitre sur les inventaires complémentaires à réaliser ou à faire perdurer, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par les orchidées dans la commune, et ben c'est intéressant de suivre un petit peu tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, de refaire l'inventaire des orchidées pour voir si on trouve toujours les mêmes espèces et si leur nombre est toujours identique. Ça répond à la question de tout à l'heure. On peut faire de la cartographie de présence-absence, mais on peut aussi faire de la cartographie quantitative. C'est intéressant pour certaines espèces ou pour l'évolution de certains habitats. Donc, vous avez la liste de ce qu'on a mis dans notre inventaire à l'après-vert. Il y a 30 actions
enfin, il y a plus, non, je dis des bêtises, une dizaine d'actions sur les inventaires. Entre les collisions routières, c'est-à-dire le crapaud, le merle écrasé, j'en passe, et les meilleurs de hérisson. Puis ensuite, des choses plus spécialisées comme Vigiflore, dont j'ai parlé tout à l'heure, le suivi piscicole de la vallée du Sal, mais ça c'est fait en collaboration avec la fédé de pêche, donc on ne fait pas grand-chose, mais on récupère les données. Oiseaux des jardins, c'est déjà organisé. Vous voyez, il y a plein de choses qui existent déjà, donc on peut déjà recycler beaucoup de choses dans l'ABC. La dernière partie tout en bas, c'est celle que j'ai évoquée à l'instant, c'est la sensibilisation. Donc là, il y a lutte contre les plantes invasives. Cette action, elle est quasi permanente et on répète régulièrement sur la commune quelles sont les espèces qui sont à proscrire. Notamment, c'est dans notre PLU, puisque dans le PLU, on a une OAP biodiversité où on liste les espèces qu'il ne faut pas introduire dans les jardins ou dans les espaces publics. On a également une aire marine éducative. Là, je rejoins ce que disait Olivier Musard. On peut aussi, dans un classe de biodiversité communale, faire preuve d'originalité et faire des connexions avec d'autres démarches. Et c'en est une qui, à mon avis, paraît très intéressante. Ce qui m'intéresse le plus, parce que j'ai été adjoint, je ne le suis plus, je suis plus conseiller délégué à l'urbanisme, mais je suis toujours à l'environnement et au cadre de vie, vous l'avez sûrement deviné, c'est de voir tout ce qui est travaux et gestion des espaces, parce que c'est là qu'il y a le plus de connexion avec la municipalité et avec ce qu'il faut qu'elle mette au budget, investissement ou fonctionnement. Quand on parle d'environnement, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours gagné d'avance. Il est plus facile de faire du béton et du goudron, des routes, de la signalisation, des bâtiments publics, que de s'occuper de l'environnement. Et hélas, même si on parle de la disparition, de la raréfaction de la biodiversité, ça reste quand même encore un sujet sur lequel il faut parfois se battre, et d'une municipalité à l'autre, ça peut changer. Et je parle en connaissance de cause. Donc, qu'est-ce que je peux vous stigmatiser ou caractériser, parce que je ne vais pas non plus aller trop long. Vous avez des choses qui sont sur le court terme, des choses qui sont sur le moyen terme, des choses qui sont sur le long terme. Et ce n'est pas parce que dans votre commune, vous avez une 4 voies qui traverse et qui est gérée par la région, ou une voie SNCF, qu'il faut vous dire que si effectivement il y a des collisions sur la 4 voies ou sur la voie ferrée, ça ne vaut pas la peine d'aller sensibiliser. Eh bien si. Nous, par exemple, sur l'action numéro 24, qui est la dernière de gestion de travaux, installation d'un passage à faune sous la RN 165, qui est la liaison entre Nantes et Brest. Et ben en fait, quand cette nationale qui s'est transformée en 4 voies, qui n'est pas une autoroute, pour des raisons historiques, il n'y a pas de passage à faune. Résultat, on retrouve essentiellement des chevreuils, de temps en temps un sanglier qui arrive à passer les clôtures. Donc, on se dit que ça serait peut-être bien aussi de faire quelque chose pour permettre à ces animaux de circuler. D'autant que nous, notre commune, elle est coupée en 2 par cette 4 voies. Petit détail très pratique, les sangliers, notamment qu'on pourchasse partout, ils viennent se bloquer contre la 4 voies, et les agriculteurs, ils gueulent, pour parler crûment, parce que ça vient défoncer les clôtures, mais surtout les cultures, parce qu'ils se concentrent le long de la 4 voies qu'ils ne peuvent pas traverser. Donc, ça devient effectivement un problème qu'il faut traiter. De faire des choses comme l'action numéro 21, restauration et utilisation pédagogique des étangs du SCODEC. Ça fait partie des choses que vous pouvez mettre au compte des investissements d'une commune, c'est de faire de l'acquisition foncière avec des visions de protéger votre patrimoine naturel, de renforcer des ruptures d'urbanisme pour éviter qu'il y ait trop de mitage, mais ça peut aussi avoir des vertus pédagogiques. Par exemple, dans le cas particulier de cette action 21, on a acheté un terrain qui comprenait 2 étangs à vocation, on va dire, récréative, et qu'on va supprimer et qu'on va remplacer par des mares pédagogiques pour les écoles. Voilà, c'est une action des territoires engagés pour la nature qui a été lancée par l'ABB et qui est relancée de nouveau cette année. Donc, quand vous avez un atlas de biodiversité communale, eh ben, ça vous permet de souscrire au projet TEN et d'être labellisé territoire engagé pour la nature, de vous engager fermement sur 3 ans pour développer, comme l'a rappelé Olivier Musard, des actions. En voilà une qui a été labellisée et qui est en cours avec des associations.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sauf que je vous conseille fortement, sur la partie droite, même si elle est particulièrement ésotérique, mise en œuvre d'une orientation d'aménagement prioritaire biodiversité dans le PLU. Sachez qu'un atlas de biodiversité communale, lorsque vous faites votre plan d'action, ça se croise avec le PLU. Vous pouvez introduire la carte des trames vertes et bleues dans votre PLU et faire des emplacements réservés pour des habitats fragiles. Vous pouvez faire aussi des classements, mais ça, bon. Mais cette trame est assez intéressante. On l'a mis du temps à l'élaborer avec des stagiaires pour essayer de bien cadrer les actions de notre PLU. Et comme le disait Olivier, il est important aussi d'évaluer régulièrement les actions que vous menez. Il ne s'agit pas sur les 30 actions que vous avez à votre gauche, on ne les mène pas toutes depuis 2018, puisqu'on a fini notre ABC en théorie. Voilà. En 2018, on continue, mais sur seulement certaines actions. Alors, si je regarde celles qui sont listées sur les 30 à gauche, il y en a environ une dizaine qui continuent régulièrement, sous des formes ou des autres, qui se développent. Là, il y en a 3 qui ont repris de l'altitude avec territoire engagé pour la nature. Est-ce que c'est la dernière diapo? Je crois que oui. Et bien voilà. On avait dit 15 minutes. Je dois avoir atteint à peu près mon objectif. Qu'est-ce que je peux ajouter à tout ce que je vous ai dit? Premièrement, l'important, c'est la mobilisation citoyenne. Mobiliser les agriculteurs quand on sait qu'ils utilisent 50% de la SAU, ça me paraît aussi fondamental, mais ce n'est pas évident. Une commune rétro-littorale comme Plougoumelen, il n'y a plus que 10 exploitations agricoles et la moitié des agriculteurs sont en train de cesser leur exploitation. Donc, je dois vous avouer que ce n'est pas très facile. Les actions qu'on a avec les agriculteurs sont des actions relativement modestes, soit de replantation de haies, soit d'inventaire très limités, comme par exemple ceux qui font de l'élevage et que d'anciennes étables, ils nous font un inventaire des hirondelles qui arrivent chaque année dans les étables. Ils nous disent à quelle période elles arrivent, quand elles repartent, combien il y a eu une nichée. C'est un moyen de motiver, de maintenir un contact qui a tendance à se distendre. Voilà. Dans les actions que l'on mène, je dois insister sur ce qu'a déjà dit Olivier. Vous avez effectivement le soutien de l'Agence bretonne de la biodiversité dans le cadre des projets d'accompagnement. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité en tapant ABB. Voilà. Projet d'accompagnement. Et vous pouvez poser toutes vos questions sur le montage financier de vos actions, sur la méthodologie ou sur la recherche d'expertise, si vous êtes, comme c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, qui sont au centre-Bretagne avec peu de ressources et des densités de population faibles, pour trouver les experts qui ont déjà travaillé ou qui seraient prêts à venir vous donner un coup de main pour vous épauler. Donc, en tout état de cause, je dirais que l'important, c'est de s'ajuster, de s'adapter à son terrain, à sa population, qu'il faut consulter au maximum à droite et à gauche, agréger et utiliser toutes les compétences existantes. C'est vraiment un travail de co-construction. Je vous suggère fortement d'essayer avec les services communication, vous en avez, d'essayer de faire constamment de la relance pour vos animations, même si elles sont modestes. Mais il n'y a aucune animation qui ne mérite pas d'être soulignée, qu'elle soit de grande envergure comme Oiseaux des Jardins ou des petites opérations pour sensibiliser les gens à la lutte contre les pesticides, par exemple, en faisant des opérations sur le recensement des hérissons, par exemple, c'est une chose, ou des écureuils. Voilà, ce sont des choses très simples et qui marchent très bien. Le parc naturel régional Golfe du Morbihan, lui, s'est lancé dans une opération auquel je contribue, évidemment, puisqu'on a été un peu novateur à Plougoumelen. Aujourd'hui, sur les 27 communes, on en a 23 qui sont engagées dans un ABC. Et là, j'ai une vision aujourd'hui où je m'aperçois qu'effectivement, comme je le disais en introduction, il y a des communes où ça marche, il y a des communes où ça ne marche pas. Il y en a certaines qui le font par opportunisme et il y en a certains qui le font par passion et par vocation. Donc, tout l'art, c'est de trouver des gens qui sont passionnés, qui sont entreprenants, qui ont envie de s'engager. Et dans ces cas-là, en général, les choses avancent, même modestement, mais elles avancent toujours. Voilà, donc je crois avoir à peu près passé le message que je voulais vous faire passer. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions
que souhaitait que je passe en revue Manon. Je regarde les petites notes. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si on a un peu de temps. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions. Et puis, Ah, je n'ai pas regardé. là, il n'y en a pas dans le chat, mais je vous laisse quelques instants pour poser des questions. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes dans les participants qui veulent témoigner, qui souhaiteraient témoigner de leurs expériences aussi? Il nous reste un petit peu de temps, donc si vous souhaitez apporter un peu vos témoignages, vous pouvez. On va en dénoncer alors. Moi, j'ai une question. Oui. Ah, mettre la vidéo. Bonjour, donc Marie Bunel à Laillé et nous, on a un atlas de biodiversité en cours et les inventaires avec les associations naturalistes qui se lancent là maintenant. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé en particulier avec les agriculteurs au moment du lancement des inventaires. Alors, avec les agriculteurs, ça n'a pas toujours été évident parce que comme quand on a des agriculteurs qui sont déjà proches de la retraite et qui ont de grosses difficultés avec leur exploitation, ils n'aiment pas trop voir des gens débarquer sur leur terrain. Donc, même avec des documents en règle, on a eu quelques difficultés. Par exemple, les étudiants du lycée agricole de Kerplouz ont eu quelques difficultés pour réaliser les habitats, la cartographie des habitats. Après, on les avait rencontrés, les agriculteurs, dans le cadre du diagnostic agricole qu'on avait fait avec la Chambre d'agriculture. Donc, ça nous a permis déjà de passer quelques messages. Mais j'avoue que ce n'est pas ce qui marche le mieux aujourd'hui dans la suite de notre classe de biodiversité communale. On va aller voir quand on a des questions à poser sur la manière dont était exploité tel ou tel secteur pour comprendre un petit peu quelle était la dynamique de tel ou tel milieu. Quand on a besoin de traverser des exploitations pour aller sur certains habitats. Quand des agriculteurs sont intéressés, mais on laisse un petit peu les agriculteurs venir pour faire replanter par exemple des haies. Voilà, on a le cas sur la commune d'un agriculteur qui souhaite, pour le confort de ses animaux, parce qu'il est passé en bio, replanter des haies pour que les animaux aient de l'ombre en hiver. Quand on a affaire à des agriculteurs qui ont plutôt des exploitations de grande envergure, plutôt avec une gestion qu'on va qualifier de moderne, je ne sais pas si le terme est bon, là c'est plus difficile parce qu'effectivement c'est souvent l'agriculture intensive et là la biodiversité c'est plus difficile à faire percevoir, c'est plus auto-considéré souvent comme une contrainte. Voilà. Je veux bien intervenir aussi sur la question des agriculteurs. Là. Donc à Concoren aussi, on lance, c'est le démarrage des inventaires, là, mais pour les agriculteurs, on est allé à leur rencontre avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire que sur la logique, comme en parlait tout à l'heure Olivier Musard, sur la logique du projet chemin et puis d'autres projets qu'on mène au sein de l'URCPIE, là, on s'est basé sur les logiques de dialogue territorial et d'aller voir les préoccupations et les questions que se posent les agriculteurs liés à cette biodiversité avant que nous, on imagine quoi que ce soit vis-à-vis d'eux, quoi. Donc, l'idée, c'était de les rencontrer pour échanger avec eux au sujet de leurs préoccupations. Et en même temps, c'était l'occasion pour nous de leur proposer de s'inscrire dans la démarche de l'Observatoire agricole de biodiversité, avec plus ou moins d'appui. Alors, comme on l'a mis en place sur d'autres territoires aussi, il y a des agriculteurs qui le prennent en main complètement. Et puis, il y en a d'autres où il faut les prendre par la main, voire quasiment faire à leur place. Mais n'empêche, c'est aussi une porte d'entrée, l'OAB, parce que ça fait partie de leur préoccupation de savoir ce qui vit là, parce qu'ils ne connaissent pas forcément tout en détail. Et puis, cette question de biodiversité, ça leur parle en général, d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient en conventionnel ou en bio d'ailleurs. Voilà. Donc il y a cette porte d'entrée là qu'on utilise, donc les sciences participatives.
mais aussi des rencontres simplement de l'échange avec eux pour faire émerger leurs questionnements, leurs besoins, leurs préoccupations vis-à-vis de cette biodiversité. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. La seule chose que je dirais, c'est que c'est une catégorie de population qui a besoin de temps pour maturer aussi ces thématiques. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, même si on les a invités, ils étaient venus au comité de pilotage, ils étaient représentés à chaque réunion. Il y avait une agricultrice qui venait, un agriculteur, on en avait 2. On n'a que 10 exploitations sur la commune, hein, ça vous donne une idée. Et il y en avait 2 qui venaient régulièrement au comité de pilotage, mais ils ne participaient pas beaucoup. Ils écoutaient beaucoup, voilà. Ils étaient sensibles, mais bon, les préoccupations économiques sont celles que connaissent aujourd'hui les agriculteurs, les difficultés qu'ils rencontrent. Et quand on les rencontre, on est toujours bien accueillis, hormis quelques cas particuliers comme partout, mais on sent que ça démarre beaucoup plus lentement parce que ce n'est pas leur préoccupation de tous les jours, alors que quand on a affaire à des néo-ruraux, sans que ça soit péjoratif, j'en fais partie, moi, des néo-ruraux, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes préoccupations quand on est salarié et que le salaire, il tombe tous les mois, et quand on est, comme un agriculteur, travailleur indépendant et que c'est à la sueur de son front qu'on gagne son salaire. Donc, les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes. Mais il ne reste pas du tout hermétique, effectivement, à cette érosion de la biodiversité, parce qu'effectivement, ils sont sur le terrain et ils constatent aussi ces pertes de biodiversité. Mais par contre, qui prennent des actions fortes, hormis celles que j'ai citées, qui chez nous est emblématique, celle de reconstituer des haies, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme action. Quand on parle de reprendre des busages, la seule chose qui verrait bien si on reprend des busages, c'est de drainer des zones humides pour pouvoir étendre des zones agricoles. Ce n'est pas trop ce qu'on souhaite. Donc, il faut arriver à discuter, mais voilà, ce sont des choses qui se gèrent avec délicatesse, je vais dire. Ok, merci. Je relis juste ce qui avait été mis dans le chat. Donc, il y avait une demande sur un potentiel AAP sur les ABC en 2023. Donc, Olivier disait que oui, a priori. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste compléter la réponse par rapport à cet appel à projet potentiellement en 2023. Effectivement, on va aussi tirer les enseignements de l'appel à projet 2022, puisque on a reçu au niveau national 140 dossiers, ce qui est énorme par rapport à un budget disponible, une enveloppe disponible de 2 millions d'euros. Et je ne voudrais pas trahir en fait sur le fait qu'on est bien au-delà du potentiel de financement de l'OFB. Donc, il y aura une question en fait à se poser au niveau de la Bretagne et des territoires en général. C'est comment aller rechercher aussi des compléments de budget ou monter des projets. Et ça, il faut s'en saisir. Et je rejoins une nouvelle fois les éléments que Patrick a repris sur l'Agence bretonne de la biodiversité, mais et en particulier en lien avec le Conseil régional de Bretagne. C'est qu'actuellement, en fait, il y a une programmation FEDER qui pose le principe d'une ligne directrice, une enveloppe prioritaire sur les trames vertes et bleues. Et donc, il y a des budgets à aller chercher. Alors, certes, ce n'est pas 80% de financement, c'est 60% de financement. Donc, il faut trouver 40% d'autofinancement ou en tout cas de financement tiers. Donc, en tout cas, il y a une ingénierie de montage de projet, un accompagnement pour du montage de projet avec les différents opérateurs de niveau régional ou de niveau départemental. Et il faut se saisir de cette occasion et réellement, pour les années à venir, de voir comment en fait, il est possible d'aller chercher des fonds qui ne soient pas forcément que les fonds en fait, de l'OFB, puisque je sais pertinemment que d'ici quelques mois, je vais devoir annoncer à plusieurs candidats bretons, comme mes collègues dans d'autres régions, que les dossiers, même bons, en fait, ne peuvent être retenus parce que l'enveloppe n'est pas suffisamment conséquente pour le national.
Donc, il y a un vrai travail, un vrai rapprochement. Et je pense que là, dans le cadre du comité des financeurs animé par l'ABB, on en reparlera très prochainement sur la manière encore de renforcer en fait, cette action d'accompagnement pour aller rechercher des budgets complémentaires sur en plus des dispositifs qui pose le principe en fait, de même schéma de travail. Hein. C'est pour ça, en fait, les schémas de travail ne sont pas forcément très innovants, mais en tous les cas, c'est pour ça que ça permet d'aller chercher des budgets ailleurs, dès lors qu'on reformate les choses en fonction en fait, des angles d'attaque. Mais globalement, en fait, on a des schémas relativement similaires qui sont finançables par des dispositifs tiers. Je crois que ce que tu viens de dire est intéressant parce qu'effectivement, par le biais de son comité des financeurs, l'Agence bretonne de la biodiversité permet à des petites collectivités qui n'ont pas beaucoup de moyens humains pour gérer des budgets ou aller chercher des financements, notamment au niveau régional, si assez facilement, mais au niveau national ou surtout au niveau européen. On peut passer effectivement par ces structures-là. Donc, je vous encourage fortement effectivement à contacter l'Agence bretonne de la biodiversité qui vous permet effectivement d'accéder à des, sans vous en rendiez forcément compte d'ailleurs, à des financements européens dont parlait à l'instant Olivier. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser ces questions. La plateforme de l'ABB, notamment pour ces projets d'accompagnement, est assez simple, facile à remplir et on vous garantit des réponses selon la nature et la complexité de vos questions, peut-être pas sous les 24 heures quand même, mais vous aurez des interlocuteurs qui vous aiguilleront et qui vous aideront à la fois sur les aspects méthodologiques, je le redis, aspects financiers et recherche d'expertise ou d'experts. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces compléments. Une dernière question, sinon après on pourra clôturer ce webinaire si vous n'avez pas d'autres interrogations. Je vous laisse quelques instants. Je voudrais toujours insister parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes timides qui sont autour de la table et qui n'osent pas évoquer ce qui se passe sur leur territoire alors qu'ils sont en train de mettre des ABC. Je ne dénoncerai personne, décidément. Mais voilà, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a cette page de l'ABB en fait, qui permet de suivre régulièrement l'actualité, enfin tous les 6 mois, l'actualité de différents projets d'ABC. Il y a la liste des personnes, des territoires en fait, qui mettent en œuvre actuellement des ABC. Donc, je peux aussi partager un peu plus précisément s'il y a des échanges à organiser. Je ne sais pas, vers Dinan Aglo, par exemple, hein, Sophie, et notamment sur la plateforme de la cartographie participative, etc. Donc, voilà, je pense que c'est aussi important de créer les conditions d'une mise en réseau et en tous les cas, c'est un des projets que moi j'ai à terme, enfin à court moyen terme. C'est dès lors que je pourrais déposer un dossier FEDER, justement, de pouvoir conditionner et structurer un travail en réseau et donc finalement un peu prolonger en fait ce webinaire pour renforcer finalement le partage d'expériences tout en étant en perspective avec la TVB, donc la région, et puis la dynamique réseau rural breton et agence bretonne de la biodiversité. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment par les retours d'expérience des uns et des autres qu'on voit qu'il y a un champ des possibles en matière de propositions, mais aussi de séquences où chacun doit se poser des questions de ce qui se passe d'abord sur son territoire, tout en trouvant des sources d'inspiration sur les autres territoires. Je voudrais ajouter moi un point qu'on a abordé tout à l'heure, mais qui me revient et que je pense est fondamental, parce que j'ai une formation de scientifique, ce sont les inventaires et la manière dont on va saisir les données, les fameuses bases de données. Alors ça, c'est une bouteille à encre, tentaculaire, parce que le français est bien indépendant et il aime bien ces petites données qu'il met dans des tiroirs, dans des cases, et c'est son trésor de guerre. J'ai d'animosité contre personne. J'ai fait aussi des bases de données dans mon jeune temps. Je ne suis plus si jeune que ça. Mais je tiens à vous signaler quand même qu'aujourd'hui, notamment au niveau national, enfin au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen,
il y a une mise en cohérence des formats des bases de données. Et donc, ça ne nous a pas effleuré. Et nous, comme on démarrait dans le département du Morbihan un ABC pour la première fois, on ne savait pas trop comment faire. Plutôt d'aller sur des plateformes, on ne savait pas si on pourrait récupérer facilement nos données, on a créé notre propre base de données. Alors, je dirais erreur, oui et non, à savoir qu'on a quand même pris la précaution de contacter la région et de voir comment il fallait qu'on structure notre base de données. Donc, les bureaux d'études ont stocké toutes les données qu'on avait récupérées comme données existantes, qui étaient dans des formats plus ou moins exotiques. C'était parfois du papier, parfois c'était de la donnée électronique, mais qui n'avait pas été vérifiée, qui n'avait pas été certifiée, vais-je dire. Donc, tout ça, ça a été mis sur les standards. Et ensuite, cette base de données a été effectivement, j'en ai fait un cadeau somptueux au Parc naturel régional Golfe du Morbihan, qui l'a mis effectivement sur l'ensemble de son site de saisie, qui alimente des serveurs qui sont, comme je l'ai dit, régionaux, nationaux, voire européens. Alors, vous inquiétez pas, normalement, ça permet d'éviter de saisir 2 fois les mêmes données, mais si toutefois vous saisissiez 2 fois ou quelqu'un d'autre saisissait la même donnée, en fait, il y a des recoupements qui sont faits par le biais effectivement de ce qu'on appelle la validation de la donnée. Alors, même si c'est 2 personnes différentes qui ont rentré la donnée, si effectivement c'est le même jour, la même espèce et le même endroit, puisqu'on met les coordonnées géographiques, effectivement, il y a des systèmes qui retirent une donnée, mais on garde quand même l'information de base, à savoir que telle plante ou tel animal qui a été vu à tel endroit, tel jour, etc. Voilà. Juste pour vous rassurer, mais voilà. Ceci dit, je ne vous engage pas à créer vos bases de données. Il y a déjà des choses qui existent. En tout cas, si vous devez en créer parce que vous êtes totalement isolé, au fond de la forêt du Kranou, je ne sais pas, ou quelque part ailleurs. Essayez de respecter les formats qui aujourd'hui ont été homogénéisés au niveau européen. Il faut se dire que tout aujourd'hui, il faut bien se rappeler qu'il y a une directive européenne qui fait que normalement tout citoyen européen devrait pouvoir accéder à toutes les données, à la fois sur la santé, sur l'environnement. Ce n'est pas encore totalement le cas, mais on progresse. Voilà. Et de manière homogène. L'Europe, c'est quand même 27 pays, donc ça nécessite quand même un peu de coordination. Ça y est, aujourd'hui, on a des formats qui sont relativement identiques d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Voilà, c'était juste un petit coup de drapeau européen. On avance. Merci pour cette remarque, Patrick. Même avec les ABC, on fait de l'Europe. Il faut le dire aux gens, les gens, il faut qu'ils comprennent que quand ils enregistrent une donnée, que c'est pas ça ne sert pas à alimenter une usine à papier et un placard. Ça contribue également à faire des cartographies, des inventaires, des états des lieux, de suivre des niveaux et des tendances. Ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est un point important à prendre en considération en début de projet. Donc, il faut de la donnée pour comprendre comment ça fonctionne et prendre des mesures de restauration, voire d'amélioration de la situation. Et je pense qu'on va sûrement pouvoir conclure sur ce point. Il n'y a pas eu d'autres interventions dans le chat et je n'ai pas de main levée. Gabi a mis le lien vers du coup, le site internet de collecte, donc vous pouvez y accéder. Puis je pourrais vous le relayer également dans le mail qui comprendra le compte-rendu. Je voulais remercier nos intervenants au nom du réseau rural et nos participants. J'espère que cela a pu répondre à vos besoins. Le webinaire vous sera relayé par mail avec le compte-rendu d'aujourd'hui et puis également accessible sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Enfin voilà, on communiquera bien dessus si vous souhaitez le transmettre à des personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Je vous rappelle les dernières dates du cycle que vous avez dû voir.